Bonjour à tous, je m'appelle Tom, je suis le lead de la guilde Dailymotion et vous êtes en train d'écouter le podcast de la guilde. J'ai eu le plaisir de co-animer l'épisode avec Romain, également core teamer de la guilde. Je vous souhaite, sans plus attendre, à toutes et à tous, une très bonne écoute. On passe notre temps à poster et au final c'est juste un post, 2 jours après tout le monde l'a oublié. Et ma punition c'est que j'avais pas le droit de jouer aux jeux vidéo. Ma façon de jouer moi c'était de dessiner. L'IA ça permet d'ouvrir pas mal de portes mais je l'utilise pas beaucoup parce que là je suis encore à un stade où j'ai envie de restructurer un peu ce que je fais donc je me force à tout créer de toutes pièces. Retomber sur des carnets ça fait aucun sens, tu vois, il y a plus de place nulle part. C'est pas moi qui incarne qui est sur le tableau, j'utilisais mid-journée et j'ai pris une baffe, tu vois. Tu rencontres un peu l'univers de la création digitale, c'est un autre monde, tu vois. C'est genre, t'as fini le numéro 1 dans Zelda, t'as l'open world qui commence, tu vois. Casquette vissée sur la tête, multidisciplinaire, il est l'incarnation de la curiosité. Du papier à la 3D, sa seule obsession est de créer. Pour lui, pour tester, pour oser. Mélangeant art classique, peinture digitale, conception d'interface web et 3D, Apple Pen ou HB25, il a toujours un crayon dans la main. Bonjour Well, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ouais, ça va. On est content de te recevoir dans ce podcast de la guilde. On va parler un peu de toi, de ta création. Moi, la question que j'aimerais te poser déjà en premier, c'est qu'est-ce qui pour toi nourrit la création et nourrit ta création ? Pinterest. Non, ouais. Uniquement. Ça veut dire que tu passes ton temps à faire de la veille. Je passe énormément de temps à faire de la veille, mais pas pour me dire que je fais de la veille, juste pour le kiff. En fait, je pense que j'aime juste regarder ce que les gens font. Enfin, je dis Pinterest, mais c'est tout ce qui est réseaux sociaux, juste voir du visuel. Donc ça peut être plein de choses. Essentiellement du Pinterest du coup, mais ça peut être du Insta. Ça peut être du Insta, c'est aussi beaucoup Insta. Pinterest, c'est juste que ça centralise vachement bien, je trouve, au niveau des préférences, tu sais. T'as pas cet effet où tu tournes un peu en rond des fois sur Pinterest ? Si, mais j'aime bien. Ok. Ouais, parce que y a beaucoup de contenus que j'aime beaucoup, et du coup, les revoir, ça me fait prendre conscience à quel point j'aime le... Tu vois, si par exemple, je vais tomber 4 fois sur le même contenu, je vais 4 fois être en totale admiration du truc, je sais que ça va être une énorme source d'inspiration. En tout cas, moi, ça va beaucoup me percuter. Est-ce que t'es ce genre d'élève studio sur Pinterest qui se fait des dossiers, qui enregistre Ouais, j'enregistre tout, mais c'est archi le foutoir. Par contre, c'est le foutoir. Je retrouve jamais mes trucs. Mais je sais qu'ils sont là, tu vois. Du coup, ce que je fais, et qui est complètement nul, c'est que je screenshot en plus de les enregistrer, tu vois. Ok, bien vu. T'as un dossier screenshot tout aussi. Tu te fais des albums photos. Mais même pas, c'est juste dans ma photothèque, en fait. Et du coup, quand je cherche une photo, des fois, je tombe sur un screen d'il y a 6 mois. Je me dis, ouais, je l'ai plus revu depuis longtemps, ce truc. Et ça me fait rappeler à quel point je kiffais ça à cette époque, tu vois. Et à quel point c'est circulaire. Comment tu transformes ce que tu vois, ce que tu aimes, en ce que tu fais ? En dessinant direct. Je pense qu'il y a des fois où, dans mon process, en fait, quand je démarre je démarre rarement d'une page blanche parce que je sais à peu près ce que je veux faire au moment où je me mets à créer. Mais quand je fais des petites sessions que je dis freestyle, mais qui est juste des fois pas préparées, en fait, j'ai toujours 5-10 minutes où le temps que je mette mon son, c'est un peu en fonction de l'émotion du moment et tout ça, je mets une musique, le temps que je rentre dans mon process, j'ai 10 minutes de Pinterest. Ok. Et donc je tombe sur un visuel, je me dis ah ouais, ça m'inspire, ça, ah mais j'avais ça en tête, ah si je croise ça et ça va être violent. Donc du coup, tu vois, je fais une nouvelle recherche, je croise un peu tout ça. En fait, je me fais un mood board sans le poser, quoi. Est-ce que ça démarre systématiquement sur de l'inspi ou t'as des fois des élans comme ça de créativité, de création qui viennent de nulle part et juste tu te lances papier, crayon ou autre chose, hein? Ouais, ça m'arrive souvent, mais je pense que ça part toujours d'une inspi, même si elle n'est pas venue sur le moment. C'est une inspi de la veille, une inspi d'il y a 2 semaines, et j'ai des notes iPhone que j'arrive plus à avoir quand ça a commencé, tellement j'ai noté des idées, tu vois. Donc je pense que... Et en fait, ce qui est marrant des fois, et je l'ai aperçu assez fréquemment, c'est que je crée des choses où j'ai l'impression que c'est des choses qui sont purement spontanées. Et en fait, quand je retombe sur un screenshot de ma photothèque ou d'un compte Insta que j'ai suivi il y a 2 ans, je me dis ah mais en fait j'ai écrit exactement ce truc là qu'il avait fait il y a 2 ans. Et genre tu vois, je me dis ah oui mais je l'avais enregistré donc forcément ça vient de là, tu vois. Ouais. Et là dernièrement je le retrouve beaucoup ce cycle. T'as eu la graine plantée et tu t'en es même plus rendu compte, tu l'as oublié. Là dernièrement je suis parti sur une création, un carac, un perso que je retrouve quand je bosse énormément. Et la dernière fois je regarde Hôtel Transylvanie. Je dis mais en fait mon perso c'est le Dracula du film, tu vois. Je dis wow. Et en fait c'était vraiment ça, tu vois. Et du coup, comment tu décides sur quel support tu vas créer ? Est-ce qu'il y a des Pinterest ou des inspirations qui vont te faire de la toile ?
parce que du coup, il faut rappeler aux gens que tu fais énormément de supports artistiques. Tu fais de la toile, tu fais de l'illustration, tu fais du coup peinture, dessin, crayon, etc. Tu fais aussi de la modélisation 3D, tu fais de l'impression 3D, tu fais... Qu'est-ce que tu fais d'autre que j'aurais pas cité? C'est ce qu'il fait pas, surtout, en fait, parce que... Non, c'est globalement ça. Ouais. Évidemment du web design pour Devil Team, mais ton parcours artistique, il est enrichi de tout ça. Mais du coup, comment tu choisis ton support en fonction de ton inspiration? Est-ce que tu vas voir quelque chose et tu vas te dire là, ça va être une toile incroyable, ou là, il faut que ce soit un perso 3D que je vais imprimer? En fait, c'est un peu plein de choses. Il y a des fois où c'est très cyclique. Pendant un mois, je vais vouloir faire des toiles à fond. Parce que je vais me nourrir de beaucoup de toiles sur des inspirations diverses. Tu vois. Je vais suivre un nouvel artiste où je vais rentrer directement dans son univers. Ça va m'inspirer énormément. Je vais dire, mais en fait, ça me motive à faire des choses que je n'avais pas fait, donc de la toile. Là, dernièrement, je suis beaucoup sur de la toile. Mais sinon, en fait, comme j'arrive à un moment où j'ai quelques compétences Photoshop, dessin, etc. Donc je peux créer en fait un package qui fait que quand je vais créer une œuvre, finalement je vais créer tout son écosystème qui va autour et essayer de voir s'il marche dans chacun de ces écosystèmes-là. Tu vois. Donc chacun, quand je dis chacun, c'est, je sais pas, je vais dessiner un perso, je vais me dire, ma modélisation il serait incroyable, donc je le modélise. Je me dis, mais si je le fais en peinture, je peux le faire de cette forme-là, de ce style-là, tester différentes, ça me permet de tester plein de choses et voir là où ça percute le mieux. Quoi. Ok. Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair. Toi, tes premières amours, c'est le dessin? C'est le dessin, c'est le graffiti aussi. Le graffiti? Ouais, le graffiti. Ouais. Le graffiti, c'est cool parce que c'est pas du tout le même rapport, c'est plus impressionnant. Tu vois. C'est plus grand, plus volumineux, plus texturé. À l'aérosol? Ouais, à la bombe. Au dripper aussi, j'aime bien. Ok. Le dripper, c'est venu un petit peu après. D'abord, c'était la bombe. Première, parce que c'était le truc de... dessiner, j'adore, c'est peut-être ça mon premier amour, mais la vraiment première fois où tu as une vraie libération, c'est quand tu vas sur un format qui est très grand et tu t'appropries un mur, tu vois, complet. Donc c'est première vraie libération. Puis c'est un acte un peu rebelle quand même d'aller s'approprier un mur. Alors moi, je graffais jamais en vandale dans la rue, hein. C'était toujours sur des murs autorisés, dans des parcs et tout. Donc, j'ai commencé comme ça parce que 12-13 ans, tu vois, je partais des postes pour faire des dessins. Tu vois. Ouais. Mais c'est quoi ton parcours artistique du coup? Comment t'en es arrivé à finalement faire de la modélisation 3D? Par quoi t'as commencé? J'ai pas spécialement un parcours artistique, j'ai juste aimé créer, je pense, du début à la fin. J'aime transformer un truc, une idée en visuel. C'est né du cahier du fond de classe, école primaire, collège, lycée, parce que y a rien d'autre. Enfin, moi, j'ai pas connu l'art digital, on va dire, avant. Et il y a eu un petit déclic à un moment où il y a un ras-le-bol en faire de bousiller des cahiers, de faire des pages sur des pages. Je suis retombé sur des carnets, ça n'avait aucun sens, tu vois, il n'y avait plus de place nulle part. Enfin, tu peux même plus trouver un perso dans une situation. Et une fois que tu rencontres un peu tout l'univers de la création digitale, c'est un autre monde, tu vois, c'est genre, t'as fini le numéro 1 dans le Zelda, t'as l'open world qui commence, tu vois. C'est vrai, tu penses qu'il y a c'est sans limite, du coup, le digital? C'est ce qui te permet ça? Ouais, c'est sans limite. Sans limite. Il y a toujours de nouvelles technos. Là, en ce moment, mon algorithme, il est pas mal sur tous les travaux d'IA, tu vois, autour de ce que ça permet de générer. Je l'utilise pas beaucoup, mais même ça, c'est aussi une source d'inspiration. Tu vois, des trucs qui sont faits en IA. Je me dis, waouh. Alors, pas tant dans le perso, mais plutôt dans les colorimétries, dans les façons dont les lumières sont posées et tout. Mais en fait, ça avance tellement vite qu'au final... tu n'as même pas le temps de rattraper le train, il est déjà parti, donc il faut se former à plein de choses. Même dans le maniement de l'IA, tu peux t'en servir de façon très basique pour lui demander des visuels simples, mais après, aller pousser justement les interactions avec l'intelligence artificielle pour aller créer ce que tu veux ou aller générer quelque chose que tu as imaginé. C'est là aussi où il y a un effort artistique, un effort créatif. Ouais, après ça se décule sur pas mal de supports aussi. Hein. L'IA, ça permet d'ouvrir pas mal de portes, mais je l'utilise pas beaucoup parce que là, je suis encore à un stade où j'ai envie de restructurer un peu ce que je fais, donc je me force à tout créer toute pièce pour voir mes limites, voir un peu, mettre des murs un peu. Mais je sais qu'à un moment, je vais basculer, je vais commencer à aller tenter des trucs sur des sites qui te font de l'automodélisation. Tu perds un peu une fois que j'aurai acquis la technique complète de la modélisation, je me permettrai de le faire. Tu vois, je le vois comme ça. Tu penses que l'IA, toi, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre sans maîtriser totalement le sujet pour lequel on utilise l'intelligence artificielle? Ouais, je pense. Je pense parce que
Après, ça devient le chemin de la facilité. Et si tu arrives à faire quelque chose sans savoir comprendre comment il est fait de base. Si j'avais commencé la modélisation 3D en faisant de l'IA, parce qu'aujourd'hui, on peut, à partir d'une image, créer un modèle 3D. Alors, le maillage sera peut-être un peu moche, mais tu peux l'avoir au final, ton fichier. Si j'avais commencé comme ça, déjà, je me sentirais coupable. Tu vois, peut-être imposteur de ce que je peux présenter après à des potes ou des expos. Et en plus de ça, c'est pas fun, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien passer 4 heures sur un fichier et être fier de l'avoir fait, tu vois, au final. Un bon tryharder. Ouais, un gros tryharder. C'est pas la même satisfaction derrière. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui utilise de l'intelligence artificielle pour générer des créations artistiques n'est pas forcément propriétaire de ce qu'il a créé? Tu parlais de syndrome de l'imposteur. Être propriétaire du truc et syndrome de l'imposteur, je pense que c'est à chacun de se l'interpréter. Il y en a qui vivent très bien avec, il y en a qui se l'interdisent. Maintenant, être propriétaire de quelque chose, t'es forcément le générateur du prompt. Quelque part, t'as quand même soumis l'idée, même si t'es pas à la réalisation. Je sais pas vraiment en termes à quel point on peut se sentir propriétaire de quelque chose. Moi, il y a plein d'œuvres que j'ai fait où je me sens pas 100% propriétaire parce que j'ai reconnu l'inspiration, tu vois. Donc je culpabilise aussi à un moment de me dire moi je sais d'où ça vient ce truc, et même si j'ai créé le truc de toute pièce, que je l'ai dessiné de A à Z et que j'ai passé des heures à essayer de le peindre, il y a quand même une identification qui fait qu'on est à deux sur le truc, tu vois. On est à deux sur le tableau. Donc c'est pareil avec l'IA, je pense qu'il y a un côté où oui, t'es générateur du prompt, donc au final le visuel c'est un peu la vision que t'as réussi à transmettre, mais de deux, tu peux pas forcément te l'approprier. Enfin, je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais en gros tu peux pas forcément te l'approprier à 100%. Moi, en tout cas, je culpabilise si je l'ai utilisé, l'IA. Je l'ai utilisé sur un ou deux projets en sous-marin, tu vois. Pour faire quoi? Pour gagner un peu de temps. Pour gagner des concours de Joule. Ouais. Non, moi j'en suis. Après, ça faisait partie de l'expérimentation. Je commençais au début à utiliser Midjourney. J'ai pris une baffe, tu vois. J'ai pris une baffe direct. Quand j'ai mis mon premier prompt Midjourney, j'ai vu le visuel qui m'a sorti. Je me suis dit, waouh, incroyable. Mais encore une fois, je me le suis permis parce que j'aurais pu peut-être pas la refaire telle qu'elle était sortie, mais j'aurais pu créer le truc de toute pièce et c'était un manque de temps. Donc je me suis dit, allez, let's go, on fait un prompt. Et je compte bâtir à partir des éléments que je vais reprendre de ce prompt-là. J'aurais été hyper mal à l'aise de taper un prompt, de rajouter un texte, Joule, nouvel album, d'envoyer ça au concours. Tu vois. Et il y en a qui l'ont fait. Parce qu'il faut rappeler aux gens quand même que du coup, tu as gagné pas mal de concours. Enfin, pas mal de concours. Tu as gagné deux concours pour les covers d'albums de Joule. Petit aparté, voilà. C'est quoi les noms des albums pour ceux qui voudraient aller voir? C'est Loin du Monde. Loin du Monde que j'avais fait je racontais l'histoire complète. Loin du Monde, je l'ai fait en prenant mon petit cousin en photo. Donc, si je connaissais pas l'IA, tu vois. Et du coup, j'avais un petit peu retravaillé un peu des covers de rap après cet album-là. Donc, c'était cool. J'avais un peu pas mon style, mais j'ai un style très caricatural où j'aime bien mettre des personnages au centre de la cover. J'aime pas, par exemple, faire des covers 100% typo ou avec des effets, tu vois, des photos d'objets, c'est pas mon truc. J'aime bien avoir un perso. Et donc, quand le deuxième concours est arrivé, j'étais tout seul. J'étais en voyage de mission à Madrid, dans une chambre d'hôtel tout seul, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, si j'ai personne à prendre en photo, je vais demander à Midjourney de me faire quelqu'un de dos, tu vois. Et c'est comme ça que la deuxième est arrivée et que du coup, le personnage de Joule, il a 2 capuches sur l'album. Je me suis fait penser à cause de ça. Petit détail, allez regarder. Ok. Et du coup, ton envie de personnage, ça vient d'où? Tu penses que pour toi, tu as envie de représenter quelque chose de vivant, Je pense que c'est un peu de l'identification aussi. Je vis un peu à travers mes persos, je pense. Mais les premiers dessins que j'ai faits, c'était des links, tu vois, parce que en fait, j'étais interdit de jeux vidéo chez moi, parce que je faisais un peu... j'étais pas très bon à l'école. Enfin, si, j'étais pas studieux. Donc, ma punition, c'est que j'avais pas le droit de jouer aux jeux vidéo. De ma façon de jouer, moi, c'était de dessiner. Donc, je dessinais mes scènes de combat que je pouvais reproduire dans le jeu. Et donc, en fait, je pense que je me représentais, moi, sous forme de Link, en train de, tu vois, taper des méchants, en gros, sur mes dessins. Donc, je pense que c'est resté ce côté... peut-être que ce que je fais, c'est de l'identification, ou alors, c'est pas forcément moi qui m'exprime... Enfin, c'est pas moi qui incarne, qui est sur le tableau, mais ça peut être... une idée, un sentiment. Là, le dernier perso que je travaille, c'est un personnage qui est très arrogant, qui est très vicieux, tu vois. Et encore une fois, je pense que ça me définit pas, mais
des fois, j'ai un peu d'admiration pour les gens qui vont un peu plus loin, tu vois, qui se permettent d'être un petit peu arrogants de temps en temps ou juste pour aller tétiller. Et en fait, j'ai envie de reproduire ça. Parce que je sais que je le suis pas du tout et que c'est peut-être pas un manque, mais tu vois, quelque chose dont je suis curieux. Tu vois. Ouais, c'est poussé un peu à l'extrême, un trait de caractère que tu aimerais avoir ou que tu penses avoir au fond de toi. Ouais. C'est peut-être inconscient aussi, tu vois, mais j'aime bien ce côté. Ça provoque de l'émotion aussi, tu vois. Ouais. C'est vraiment un truc, tu le vois, tu te dis, ah ouais, j'ai pas envie d'être son pote, tu vois. Ouais. C'est un peu comme Corto Maltese, je crois. C'était l'auteur, il l'avait dessiné comme lui-même très idéalisé, quoi. Il y a un peu ce côté-là dans ce mais sans faire de portrait pour autant. Hein. Je me présente jamais. C'est pas un autoportrait, c'est une version un peu idéalisée d'un personnage. T'as jamais pris d'éléments vraiment très viscéral et personnel de toi ? Franchement, non. Non, je pense pas que je rentre à ce point-là dans les peintures. C'est un style, en fait, pour moi, que je pense être à part entière, des gens qui arrivent à vachement transmettre. Et j'en vois beaucoup, tu sais, dans le collectif dans lequel je suis, il y a beaucoup d'artistes qui peignent énormément des choses, presque des traumatismes, tu vois. Et moi, j'aime pas avoir peut-être ce rapport-là avec mes créations parce que je trouve que c'est trop intime. Enfin, je suis plutôt dans une approche très légère. Ouais. C'est de la pudeur, c'est beaucoup de pudeur. Donc, t'as quand même cette identification au personnage sans rentrer non plus dans un truc trop intime. Non, tu gardes quand même une certaine distance avec. C'est très stéréotypé ce que je fais, tu vois. C'est très brut en fait. C'est brut, tu vois. C'est pas fin. Il n'y a pas une histoire incroyable derrière. Je vais rigoler avec toi, c'est de l'affect, mais je vais pas te dévoiler qui je suis, ma vie. Après, j'ai jamais rien vécu d'hyper traumatisant ou quoi, donc j'ai pas non plus ces choses à raconter. Ouais, d'artiste torturé ou quoi. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui change, selon toi, entre un artiste qui transmet beaucoup de son affect et un autre qui a un côté un peu plus brut, amical, friendly, simple, brut, ouais. C'est comment tu passes de l'un à l'autre ou c'est vraiment ce qui différencie de... Bah pour toi, est-ce qu'il y en a un qui est plus artiste que l'autre ? Non. Je pensais ça au début où je m'étais dit, j'étais un peu, je vais jamais être artiste parce que pour être artiste, c'est ça, faut être torturé, faut avoir vécu des traumas. C'est cliché qu'on donne, tu vois. Et en fait, c'est en découvrant tout ce monde-là, de faire des expos, sortir, rencontrer des artistes qui exposent des choses. Moi, je me disais, mais attends, ça me parle parce que du coup, lui, il expose, on fait la même chose, et moi, j'ai peur de le faire parce que je me sens illégitime. En fait, c'est faux. Tu vois. Donc, je pense que c'est juste le vécu et ce que les gens arrivent à transmettre. Ça joue pas mal avec la technique aussi. Peut-être que certains artistes, effectivement, ont besoin d'avoir vécu des choses, ont besoin de faire transparaître des traumas, des émotions. C'est pas le cas de tout le monde, en vrai. Enfin, chacun sa forme d'art et sa façon de l'exprimer. Moi, j'aime créer pour le plaisir du visuel. Il y en a qui aiment créer pour parler, en fait, pour se libérer, pour dire des choses. Et j'en connais pas mal et ça leur réussit bien. Je suis content. Moi, on a croisé un juste avant d'entrer dans ce studio. Samir, petite coïncidence. Mais en fait, c'est vraiment marrant parce qu'on a cette expo ce week-end, finalement, avec le collectif. Et j'étais à la galerie juste avant de venir pour déposer un peu les tableaux que j'ai faits. Et du coup, je pense qu'il était là aussi dans le quartier parce qu'il a déposé ses œuvres avant moi au final. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'exposer et de faire partie de ce collectif, justement, qu'on peut citer ? Ouais, ça s'appelle le Cercle des Artistes. Je me suis pas mal... là, dernièrement, je m'investis beaucoup. Je suis même rentré dans le collectif en tant que producteur Enfin, producteur, c'est un grand mot, mais je fais tout ce qui est visuel, enfin, communication, quoi. Ce que ça m'apporte, c'est vachement de briser la pudeur, en fait, que j'ai... J'ai passé ma jeunesse et jusqu'à il y a pas longtemps à tout créer, toute pièce dans ma chambre et ne rester que dans ces cloisons un peu familiales, tu vois, je te montre, ah ouais, ça me plaît, ou avec les potes, tu vois. Ah, je te fais un visuel parce que c'est cool, j'aime bien. Et là, du coup, ça a montré tout à tout le monde, même si il y a des a priori, même s'il y a un peu, des fois, de syndrome de l'imposteur, parce qu'il y a encore, tu vois, ce truc-là, un petit peu. Ça me permet de comment on dit, crédibiliser, te le montrer à toi-même, tu vois. Te persuader ? M'auto-persuader, surtout ça. Tu veux te persuader que, du coup, le fait d'exposer, ça te persuade que t'es finalement un artiste accompli ? Ouais, un peu. En fait, c'est pas accompli, c'est juste que ce que je crée, ça a sa place aussi en galerie, tu vois. Et du coup, de voir des feedbacks et de voir des gens qui aiment ce que je fais, tu vois, au final, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Toi, on sait, tu nous l'as dit, tu crées énormément. Au fond, où est-ce que ça va toute cette création si le but, au final, c'est pas d'exposer ? Et peut-être que tu marches aussi à ça avec des objectifs. Est-ce que tu es quelqu'un qui te fixe des objectifs aussi pour pouvoir créer et te démontrer justement ? Ouais, je pense à un gros lien avec les réseaux aussi, c'est que du coup, on passe notre temps à poster et au final, en fait, c'est juste un post 2 jours après, tout le monde l'a oublié. Là, une galerie, ça s'étend sur un week-end, 3 jours. Tu passes du moment avec du monde. Tu rencontres aussi, ça c'est énormément de bienfaits.
Et c'est une grosse raison pour lesquelles je suis content d'exposer en collectif, parce que je n'expose pas seul, c'est une expo collective, c'est de partager des choses, une discussion que j'ai pas avec mes potes qui sont pas forcément intéressés par l'art, ou avec ma famille qui a pas trop un pied dedans, qui comprend mais qui a pas un pied dedans. Tu vois. Et ces rencontres, elles te nourrissent, ça t'inspire Ça m'a énormément aidé cette année. Ouais. Franchement, ça a été, je pense, la plus grosse source d'inspiration. C'est pas tant de voir ce que les gens font qui m'inspire visuellement, parce qu'on a tout Internet pour se nourrir, etc. Des films, on peut sortir. C'est vraiment c'est de la motivation, tu vois, à vouloir faire des choses. Où tout le monde se tire vers le haut, tout le monde. Bah, tu vois, l'expo que j'avais fait en avril, quand tu étais venu, c'était vachement des tirages de ce que je faisais, et c'était pas réfléchi, tu vois, il n'y avait pas une histoire, il y avait pas. C'était vraiment, je vais montrer des choses que j'ai fait pendant l'année parce que je crée un peu dans mon coin, tu vois. Et ça m'a un peu scotché quand je suis arrivé de voir des gens avec des énormes des énormes formats, tu vois, qui travaillent des vraies toiles avec la vraie technique, avec et je me dis, en fait, du coup je me dis, je vais faire des toiles aussi, tu vois. Je vais pas faire que de l'écran. Ce serait cool que je fasse des toiles et que j'arrive avec ce côté. Je suis crédible en galerie avec une toile. Je dis pas que le print n'a pas de crédibilité, mais c'est un format qui est un peu plus digital dans la tête des gens. Et du coup, ça m'a beaucoup donné envie de faire des toiles. Donc les toiles, c'est tout récent. Hein. C'est de cette année, quoi. En parlant de format digital étoile, du coup, moi, comme tu as dit, j'ai eu la chance de venir te voir. Il y a un truc qui m'a énormément impressionné sur tes expositions, c'est la réalité augmentée de tes tableaux. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de ça ? Ouais, mais avant ça, j'ai une énorme mauvaise nouvelle. Oh non. Ouais, Meta, ils suppriment leur logiciel de réalité augmentée en janvier 2025. Aïe. Tout ça va s'arrêter. Il y a des logiciels de substitution, enfin des applis qui permettent de le faire, mais du coup, tu n'as plus cet écosystème très simple de QR code, tout réalité augmentée. Personne va prendre le relais là-dessus. Il n'y a pas eu d'infos. Moi, je pense qu'ils préparent autre chose parce que donc, ils ont l'Apple Vision qui est sortie. Je pense qu'ils sont sur une migration de logiciels. Ils n'ont pas encore sorti leur truc. Enfin, bref, on verra. Mais par contre, ouais, en fait, ça, c'est intéressant parce que on parlait tout à l'heure du premier amour. Dans l'art, donc c'est des dessins, etc. Moi, mon premier amour, c'est aussi digital. Enfin, j'aime bien rester le côté. On a grandi dans une ère très digitale et je trouve que ça me correspond bien, tu vois, la techno, etc. Donc, même si je fais de la toile, je garde à conserver ça. Ça se transmet par plein de choses, ça peut être la réalité augmentée. Là, j'essaie de mettre en place, ça marche pas du tout, mais j'essaie de le mettre en place des puces NFC pour avoir du contenu additionnel quand tu vas regarder une toile ou une figurine, pour aller trouver du contenu additionnel sur un site, où j'aurais rédigé, tu vois, un storytelling autour de ça. Non. Ouais, donc c'est vraiment garder cette approche de le format physique c'est cool, mais je veux quand même qu'on garde en tête que mon premier kiff à moi c'était de faire du digital et je veux toujours avoir une sorte d'appartenance à ça. Et t'arrives à combiner finalement les deux. Ouais. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu peux nous décrire le process que tu avais pour mêler ta réalité augmentée avec ta toile et quel était le rendu ? Je sais pas vraiment comment le décrire, mais en gros c'est le process que j'ai, donc je crée que ce soit une toile ou un format digital. Que j'anime par la suite, donc soit avec de la vidéo. Quand on dit format digital, c'est une toile imprimée. Hein. Ouais, toile imprimée ou même un papier imprimé finalement qu'on peut exposer, ou même ça peut juste être un écran, ça marche aussi sur des écrans. Ce format, donc ensuite je le découpe, je l'anime, ou alors il y a toutes sortes d'animations possibles, du motion, de la 3D, etc. Et jusqu'à janvier 2025, il y a ce logiciel, donc Meta Spark Studio, qui permet en fait, qui ont des templates, si tu veux. C'est assez simple en vrai, c'est assez cool. Des templates de filtres à réalité augmentée, plus ou moins complexes, avec de l'interaction. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec Meta, c'est qu'ils avaient de l'interaction, là où les autres ne l'ont pas, c'est purement contemplatif. Tu vois. Et donc, je fais mes scènes. En fait, souvent, je faisais un format 2D, donc un dessin, une peinture, que je reproduisais ensuite en 3D, et que dans ce logiciel, je venais implémenter en disant, quand tu détectes cette image, tu vas jouer au-dessus un modèle 3D qui va tourner sur place. Et du coup, je le revois après sur le téléphone. Le seul bémol, c'est que souvent, les logiciels 3D pèsent assez lourd. J'ai appris un peu aussi sur le tas la 3D, donc tout ce qui est optimisation de fichiers, c'est pas forcément mon truc, les maillages, mais c'est juste vraiment visuel. Donc j'arrivais pas forcément avec des rendus impressionnants, parce que c'est cool de le voir, c'est interactif. Mais quand tu regardes de près, quand tu vois des maillages, tu vois des polygones, et c'est pas très, très, très joli. Ouais. Quand tu passes 4 heures à faire un modèle 3D qui sort à ces deux polygones, c'est dans la haine. Ah non, mais moi j'étais hyper impressionné de ça, et j'ai trouvé que c'était extrêmement moderne et futuristique dans l'approche de l'art, parce que du coup tu te déplaces physiquement dans une galerie où en fait c'est des tableaux avec de la peinture qui sont physiques, qui quand tu t'approches ont une certaine matière et une certaine texture, et
Puis quand tu flashes ce QR code-là avec ton téléphone, tu la vois prendre vie, s'animer et prendre une autre dimension. Et en fait, moi, j'ai trouvé que ce mariage-là était juste fou, en fait. C'est une façon d'amener les gens dans ton monde aussi. Tu peux créer énormément de choses digitales et ensuite les driver vers ça, et c'est ce qui va embellir la toile. Alors, il y en a qui le font très bien, ils font de l'animation sur les toiles, donc les toiles prennent vie dans le téléphone. Moi, j'aime bien avoir un contenu additionnel. La toile reste en fond, pas forcément de... Il y en avait une ici qui prenait un petit peu vie, j'avais fait le test, mais je préfère avoir un truc en plus. Ouais. Tu nous parlais tout à l'heure de la porte qui s'ouvre vers justement le monde du digital, et à ce moment-là, tu te dis, ok, je suis rentré dans un open world. T'en es toi, à ce moment-là, toi, t'en es où dans ta vie? T'es étudiant, quand je découvre le monde du digital, je sors du bac. Je sors du bac. Et tu décides de faire quoi du coup à ce moment-là? C'est ma mère qui m'a acheté ma tablette graphique. Enfin, mon père, c'est mon père qui m'a pris ma tablette. C'est souvent de mon père, parce qu'il est dans les profs de techno, du coup ça le passionne aussi un peu, tout ce côté innovation, etc. Je lui dois énormément dessus. Donc, il m'a acheté une tablette graphique, et lui ça l'éclatait de voir un peu ce qu'on pouvait faire avec. Donc il était vachement, vas-y, branche-la, enfin un truc vite. C'est juste pour voir. Et elle a dormi pas mal de temps sur le bureau parce que j'ai eu du mal à me l'approprier. Et donc à ce moment-là, c'est sorti de bac. Ouais. Et j'ai pas forcément de plan. Enfin, je sais pas ce que je vais faire. J'étais en études d'ingénieur, tu vois. Donc nickel. C'était pas très artistique. C'était pas du tout mon truc, les maths. J'ai passé mon temps à faire du dessin. Enfin, j'ai vraiment pu expérimenter. Et après, j'ai bifurqué donc sur une école de dev. Ouais. C'est le compromis. Parce que c'était un peu fermé chez moi. Le truc créa, c'est bien pour passion, mais tu vois. Mais tu as trouvé un vrai métier. Ouais, voilà. Ouais, okay. Les anciennes, tu vois. Et donc j'ai dû faire 1 an de dev. Ouais. Et en sous-marin, vraiment, pendant l'école, je suis allé voir la directrice de l'Axe Créa. Je lui ai dit, il y a moyen que je passe dans ton cours sans rien dire à personne. Elle m'a dit, ouais, vas-y, t'inquiète. Et après, c'est illégal, complètement illégal. Tu vas te faire ça. Tes parents, ils ont continué à financer l'école sans savoir que tu avais changé de branche. Elle avait, je pense, rapidement vu. Puis je lui ai dit à un moment, je lui ai dit, ouais. T'as joué carte sur table. Voilà, ouais. De toute façon, c'est ça qui me plaît, quoi. Le dev, de toute façon, elle voyait mes notes en dev. Ça m'intéressait au début, j'ai vite lâché. Après, quand elle a vu que j'étais épanoui, qu'il y avait des débouchés, qu'aujourd'hui t'as un CDI. Ouais, voilà, tout va bien. C'est cool. C'est elle qui m'a aidé à préparer mes toiles d'ailleurs en plus. Donc tu vois, c'est une bonne fin de. Finalement. Un bon fin de cycle dans les études. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ça aujourd'hui, tes parents? Ils viennent, ils sont présents et tout? Ouais, tout ça. J'ai vraiment trop de chance. Mes sœurs, même aussi, mes cousins, enfin tout le monde, on est tous. Ils sont tous friands un peu des dernières créations. Ils viennent même aux nouvelles tout seuls. Alors mon père, lui, carrément, il s'est acheté une machine aussi. Une imprimante 3D. Ah oui, d'accord. Ouais, du coup, on bosse en famille. Ça devient je le mets pas mal en plus au charbon, tu sais, genre, je lui demande pas mal de trucs. Et ma mère aussi. Ma mère, c'est encore plus drôle parce qu'elle, artistiquement, elle a jamais montré ses goûts. C'est-à-dire que même musicalement, elle écoute ses trucs, mais elle les partage pas vraiment. Moi, je sais pas vraiment ce qu'elle écoute. Je sais vite fait les styles qu'elle aime bien. Et artistiquement, encore moins, je sais pas ce qui lui plaît visuellement. Elle est toujours OK pour faire des expos, etc. Mais je sais pas ce qu'elle aime. Ouais. Et aujourd'hui, moi j'ai un truc très spécial, tu vois, c'est très brut, c'est graffé, c'est des persos un peu chelous, avec 3 yeux, tu vois. Et elle kiffe, tu vas me dire, j'en veux un et tout pour chez moi. Alors je sais pas si c'est pour me faire plaisir ou si c'est vraiment vrai, mais ça fait trop plaisir, tu vois. Ouais, t'es plus complice avec ton père sur ses goûts, Ouais, je suis complice, non, je suis complice avec les deux, mais on partage plus la passion avec mon père qui comprend le côté technique et qui a envie d'expérimenter aussi. Tu m'avais dit que tu venais d'une famille aussi qui t'as baigné dans plusieurs formes d'art dès ton enfance et tout. Mon père est un gros musicien. Ouais. Et en fait, derrière le prof de techno, il y a quand même un musicien. Ouais, c'est ça, lui, c'est son premier amour, c'est la musique. Ouais. Mais peu importe ce qu'on voulait faire, tant qu'on lui, il voulait juste qu'on crée des choses. Ouais. C'était vraiment le truc, fais quelque chose, crée quelque chose. C'est une vraie chance que tu as eu d'avoir. Ah ouais, franchement, une éducation. En fait, j'avais un deal avec mon père quand j'étais petit. J'étais à fond sur les jeux vidéo. Ouais. Et lui, alors de base, c'était temps de lecture, temps de jeu. Donc si tu lis 1 heure, un livre, tu as le droit de jouer 1 heure. Tu vois. C'était sa méthode, que je respecte ou pas. Faire enough. Ça s'est transformé en temps de dessin, temps de jeu à la fin. Tu vois. Donc au final, double bénéf. Tu vois. Ouais. La gamification du dessin. La gamification du dessin. Et moi, tu vois, c'est carrément une méthode que je vais reproduire, je pense. Si demain j'ai des enfants ou quoi. Ouais, une activité culturelle, une activité artistique d'1 heure. Ouais. 1 heure de loisir. Ouais, alors là, tu vois, malheureusement, la lecture, c'est jamais resté comme quelque chose que j'ai apprécié faire parce que je l'ai vraiment fait comme une contrainte, tu vois. Ouais. Mais le dessin. Ouais, après, voilà, t'as trouvé. Ouais. Et c'est marché beaucoup à la carotte, mais ça m'a vraiment donné l'envie de. Ouais, c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure si t'étais quelqu'un qui fonctionnait aussi à l'objectif, quoi. De dire, voilà, est-ce que. Mais même dans la vie de tous les jours, je me donne toujours un micro-objectif et j'essaie de le faire. Ouais.
Ah ouais, genre au quotidien, sur une journée, tu te dis ok. Peut-être pas une journée, mais sur une semaine, un mois, ouais. Dire j'ai accompli ça, une petite to-do. Ouais. Ça m'évite de voir trop loin, ça m'évite aussi de t'éparpiller. De m'éparpiller, même si je m'éparpille quand même. Mais bon, j'avais des petits objectifs, je trouve que c'est cool. Pour toi, en termes de technologie, parce qu'on parle de technologie depuis tout à l'heure, mais c'est quoi ton rêve ou ton objectif à plus long terme, qui n'est pas forcément réalisable aujourd'hui avec les compétences techniques que tu as ou les moyens qui existent, mais ce serait quoi ton dream artistique? C'est quoi la création que tu rêves de faire, mélangeant tous les supports digitaux? Film d'animation, j'aimerais trop. Ah ouais. Je pense que c'est pour ça, tu vois, tous ces persos, en fait, je me crée des histoires, tu vois. J'ai un perso, j'en ai 2, 3, 4, 5, et je sais comment eux fonctionnent entre eux, je sais comment ils communiquent, que j'ai leur rôle. J'ai juste pas la technique de faire de l'animation en 3D. Et t'as jamais tenté de te rapprocher du milieu du cinéma, du milieu du dessin Non, jamais. Encore, tu vois, c'est un projet artistique assez récent. Ouais. C'est tout ce projet de créa, etc. Là, en fait, j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années à tester des styles, à aller voir ce que j'aime faire là-dessus. Ma telle techno est sortie, je vais aller voir ce qu'on peut faire, tu vois. Mais si on te dit là, dans 5 ans, tu bosses dans un studio d'animation, tu signes quoi? Je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Non, c'est un de mes rêves. Je sais pas si je signe parce qu'il y a tous ces côtés, je sais pas, conditions de travail, même si c'est un rêve, mais il y a quelque chose de. Je veux le faire, mais je veux le faire sur mes créas. Enfin, tu vois, sur mon personnage, établir mon film avec. Donc ça, c'est pas forcément possible. Tu vas avoir une patte artistique. Si demain on me fait une proposition, c'est pour les travailler. Mais ça serait incroyable aussi. Sur un gros studio, tu pourrais aller voir les Gobelins et leur proposer tes personnages pour un film de fin d'études des Gobelins. Ouais, aussi. Mais tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de le faire. Je sais pas de dire, je vais te donner un perso, tu l'animes, t'en fais une histoire. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux mettre la main à la pâte, je vais apprendre comment on fait. Je vais là de A à Z. Ouais, je veux tout faire. Ton indépendance, elle est importante. Ouais. Tes choix artistiques sont importants. Je suis très rigoureux sur le caractère, tu vois, la sympathie que peut avoir un personnage. J'ai une grosse, je suis très précis dans ce que la façon dont je veux créer mes persos. Je pense pas que je pourrais le retrouver. C'est normal aussi en tant qu'artiste de proposer une œuvre et de te dire voilà, je vais pas la proposer pour que quelqu'un d'autre se l'approprie et en fasse une histoire autour. Je veux que le personnage soit de telle manière, qu'il s'anime de telle façon, qu'il ait tel caractère. Ça m'arrive des fois de déléguer ou on me propose une collab sur un projet, il faut que j'adapte un personnage à une pochette d'album, par exemple. Ça m'est arrivé dernièrement où on m'a demandé si on pouvait utiliser un perso pour une pochette d'album pour un gars que je suis, que j'adore, tu vois. Je lui ai dit ouais, vas-y, pas de souci. Mais du coup, la modélisation a été faite par un autre artiste 3D. Et donc moi, j'avais fait tout un sketch avec des annotations sur la tenue du personnage, l'air qu'il doit prendre, tu vois, un peu sa taille, vraiment son attitude, etc. Et le truc, il n'avait pas du tout été respecté. Et j'étais un peu deg, tu vois, de me dire, mais au final, la vision, c'était juste pour faire un perso, j'aurais pu le faire sans me prendre la tête à faire tout ça, tu vois. Mais c'est un perso que j'avais imaginé moi, et du coup, c'est pas du tout. La couleur de la peau, c'était pas la bonne, tu vois. Il a mis un truc rouge démon, alors que je voulais un truc un peu rose enfant, tu vois. Et ça m'a fait un peu mal, ouais. Je me suis dit, bon. Ouais. Du coup, plus de collab. Tant pis. Bah, si, il y a toujours des collabs, c'est cool, mais je me suis pas trop fait entendre en plus, j'ai juste laissé le projet cool. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui t'a coûté, toi, dans ta vie d'artiste, de pas savoir taper du poing sur la table des fois? Ouais, je pense. Ouais. D'être ferme. Ouais. Mais j'apprends à l'être, tu vois, c'est ça qui est bien aussi. Bah ouais, au fur et à mesure des expériences, j'imagine, tu vas pas te laisser marcher dessus à chaque fois. Ouais. Et puis, le monde de l'art, c'est un monde un peu dur aussi. C'est impitoyable, bien sûr. Les gens, ils prennent tes contacts, faut se battre pour avoir une exclue, faut se battre pour avoir une collab, parce que au final, les gens avec qui j'expose, moi, qui sont mes potes aujourd'hui, il y a quand même une sorte de fausse concurrence, tu vois. On est quand même là avec un but de percer un peu ou d'aller chercher un contrat quelque part, une galerie ou quoi que ce soit. Donc, dans tous les milieux, je pense qu'on est... C'est hyper... c'est de la bonne motivation, c'est de la très bonne concurrence, ça porte tout le monde vers le haut. C'est ça. Mais in fine, il y a un petit truc. Il y a aussi la question de l'argent, j'imagine. Alors là, aujourd'hui, t'es pas artiste pour en vivre spécialement, plus par passion. Mais c'était déjà arrivé, par exemple, de devoir toucher de l'argent et de finalement te... Ça m'est jamais arrivé qu'il y ait de l'argent en jeu à mon niveau, là, aujourd'hui, qui me frustre à n'importe quel point. Non. Ça m'est jamais arrivé et je pense que le jour où ça arrive, j'espère que ça sera pas un point central d'une frustration, quoi. Ouais. Parce qu'il me semblait qu'on avait parlé de droits d'auteur sur les trucs de Jul. Sur les trucs de Jul, ouais.
Ouais, en fait, ça, c'est juste, j'ai reçu énormément de plaintes, mais qui venaient pas de moi, en fait. C'est les gens qui me disaient, ça se fait pas, mais moi, je m'en foutais. J'ai fait la cover de Jul. Là, tu le faisais pour la fame. Tu me donnes 20 €, je suis content, tu vois. C'est le projet qu'il y a derrière qui m'a fait kiffer. Ouais. Et c'est en voyant. En fait, c'est ça que j'avais pas compris, c'est que j'ai montré sur table un projet que je venais de faire qui était incroyable pour moi. J'étais un gros fan, toujours un gros fan de Jul, j'écoute beaucoup de Jul. Et les premières réactions, quand je disais, c'est ah ouais, t'as été payé combien? Ouais. C'est en mode direct, en fait. C'est pas regarder. On en parlera après, tu vois. Ouais. Bah non, c'est au contraire, félicitations, t'as fait la pochette de Jul, quoi. Dans ma famille, c'était vachement ça, mais ma mère, elle est très aussi terre à terre. Elle m'a dit, t'as pris combien? Bah oui, mais j'ai peut-être pris. Moi, j'ai pris énormément, tu vois, sur le cachet qui a été donné. J'ai trouvé, par rapport à ce qu'on peut facturer, qui était un très bon cachet. Mais parce que les gens pensent royalties, ils pensent ça, mais ça marche pas comme ça. Du coup, ça veut dire que aujourd'hui, tu aurais envie de faire des collabs avec des marques? Ouais. T'en as déjà fait? T'as déjà eu l'occasion de faire de... Vu que t'es aussi, du coup, web designer, product designer, est-ce que toi aussi, quand tu conçois du web, qui est ton métier, ton vrai métier aujourd'hui, est-ce que tu te dis, bon, là, à ce moment-là, j'ai envie d'illustrer, je propose des trucs, etc., sur tes clients, sur des choses comme ça? Ouais, je le faisais beaucoup. Je kiffe, hein, j'adore même des fois Pinterest, je continue à regarder ce qui se fait en web. Aujourd'hui, je le fais un petit peu moins parce que je suis dans une mission, on a des chartes, on a des limites. Et du coup, le temps de libre que j'ai à côté, c'est vraiment un temps d'exprimer, donc je respecte plus toutes ces contraintes d'écran, de taille, de faisabilité, etc. Mais j'adore expérimenter, toujours. J'aime beaucoup. Les illus, tu vois, chez Roulou, on les fait maintenant, on se régale. Margot et Céline, on se régale, on va faire des illus. Vous avez obtenu ça parce qu'à la base, vous n'étiez pas en charge des illus spécialement, il y avait un service dédié? Ouais, non, il n'y avait rien en fait. C'était de la vieille école un peu. Donc on s'est dit, vas-y, on va le faire nous. Waouh, ça pète. Ah, ils sont pas tombés sur les pires. Hein. En vrai, c'est trop cool, tu vois. On kiffe et du coup, on se permet de mettre nos limites un peu à nous en respectant les briefs, tu vois. Mais comme on crée le truc de toutes pièces, Donc, dans le design. Et puis, même, tu vois, en termes de techno aussi, j'adore aller me balader sur des sites un peu expérimentaux, tu vois. Il y a beaucoup de sites de producteurs de musique qui sont l'image en fait visuelle internet de leur musique et du coup ils font des sites incroyables d'interaction, etc. Et moi j'adore ça, tu vois. J'adore aller regarder les trucs comme ça. T'as des exemples à donner peut-être? Non. J'en ai plein dans mon ordi, mais là tout de suite j'ai pas de. Du coup toi si tu devais faire des collabs avec des marques, ce serait quoi ton dream de collab? Mon dream collab, ça serait des marques genre streetwear, avec des identités, tu vois, un peu cool. J'adore Bape. Marque japonaise Bape, j'adore. Là, je sais pas si t'as vu dernièrement Nigo, donc un des fondateurs de Bape ou propriétaire de Bape, je sais plus. Il a sorti une paire de Air Max, de Air Force, je sais plus le modèle. Il a fait une sorte de clip, un clip de rap animé, où c'était pile poil le truc. Elle visait vraiment l'œil de bœuf, tu vois, de ce que je kiffais faire. Et c'est une sorte d'animation japonaise, à moitié filmée en prise de vue réelle, à moitié avec un ajout de personnages et tout, très Power Rangers, tu vois. Et j'ai kiffé parce que du coup, t'as toute l'ADN et ça marche très bien avec la marque. Si des marques à te citer, moi j'aimerais bien bosser avec New Balance. Ouais, j'aime bien New Balance. Je trouve qu'ils ont une approche un peu cool. Après, il y a plein de petites marques indé qui me font kiffer aussi. T'as parlé du Japon là. C'est des fortes influences pour toi, le Japon? Énorme. Un peu de moins en moins dans le style. De moins en moins dans le style graphique, mais... Qu'est-ce qui t'inspire là-bas? Tout, je pense, le côté hyper urbain. Moi, je le vois comme ça parce que j'y suis allé, mais je suis pas du tout allé dans les campagnes, donc j'ai vraiment vu le cœur de la ville. Tokyo. Et j'ai pris... Enfin, vraiment, tu sais, hyper urbain, mais comme New York, tu vois. C'est un truc très... le mot street n'est pas vrai parce que ça a une autre connotation, tu vois, mais très... c'est dehors que ça se passe, tu vois. On n'est pas tous chez nous, il y a des choses, il y a des trucs dans des quartiers qui sont... les appartements sont petits, donc les gens sortent, quoi. Les gens, c'est ça, les appartements sont petits, les gens sortent, les gens sont entassés, et il se passe quelque chose dehors, tu vois. Il y a une vie, en fait, c'est la fourmilière, tu vois. J'aime bien ça. Ce côté où on est tous petits, mais à la fois ensemble, on crée une ville, tu vois, c'est incroyable. Et que tu peux aller dans n'importe quel quartier, au final, ça bouillonne. C'est ça, je kiffe ça. Tu l'as pas avec Paris? Si, je l'ai avec Paris. Et il y a des fois où je m'embrouille des fois un peu avec ma copine parce que moi j'aime bien dormir la fenêtre ouverte pour avoir des petits brouhahas de rue pour me sentir dans ce truc, tu vois. T'as besoin de vie autour de toi, quoi. J'ai besoin de vie autour de moi. Alors c'est un truc qui me rassure, tu vois, c'est un truc qui
qui me fait sentir presque vivant. Elle, c'est total inverse. Tu t'imagines bien. Du coup, on est dans des ambiances où ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme. mais ouais, moi, j'ai ce côté très... J'aime passer du temps dehors, voir des... Quand là, je suis marché, je me suis arrêté un peu au skatepark de Bastille. Là, je suis regardé, je trouve ça trop cool, tu vois. Ouais. Des ambiances qui me plaisent, tu vois. Ça. S'imprégner un peu de l'atmosphère de la ville, quoi. Ouais, c'est ça, la ville qui dort pas, tu vois. Les endroits, Et j'imagine qu'au Japon, bureaux. en plus de ça, t'as l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Et en plus, c'est vaste, quoi. Tu vois. Ouais. Une ville comme Tokyo, c'est tellement vaste que tu vas n'importe où, t'as l'impression que c'est toujours un truc à voir, toujours. Paris, on a un train-train. Enfin, moi, j'ai un quotidien ici, c'est-à-dire que tous les jours, je vois presque la même chose, ou en tout cas, je passe par les mêmes rues. Et donc, tu le ressens beaucoup plus quand tu vas à l'étranger et que tu vois des choses passer dans certains cas. Tout à découvrir, quoi, finalement. Tout à découvrir. Ouais. New York, t'as été aussi ? Ouais. Ouais. New York, j'ai trop kiffé. Ouais. Et ça fait partie. Et en plus, j'ai énormément d'influences qui viennent dans ce côté un peu début du hip-hop, tu vois, graffiti. Donc forcément, tu sais, je regarde un petit peu ça, je traîne là-dessus sur YouTube, des premiers reportages, des trucs, des gens qui ont influencé le monde dans le graphe et dans la musique. Du coup, c'est le berceau un peu de ça, tu vois. Et je trouve qu'il y a une énergie. En fait, c'est ça, il y a une énergie, tu vois, dans les villes comme Tokyo, comme New York, très urbaine, très c'est le cocon du truc, tu vois. Ouais. C'est un milieu. Ça grouille, quoi. C'est un petit cluster de plein de choses qui. Ouais. Ça va un peu dans tous les sens, quoi. T'as plein d'influences différentes qui se percutent, qui s'éloignent. T'as pas le temps de comprendre ce qui se passe, t'as reçu trop d'infos et en fait, quand tu rentres, t'as juste vu plein de trucs, tu vois. Donc là, je suis en train de travailler un petit perso, c'est un pigeon, les gars. Genre vraiment, c'est vrai. Ouais, c'est un perso que j'ai depuis longtemps, j'ai pas encore fait en figurine. Et c'est un truc qui représente exactement tout ce qu'on vient de dire, tu vois. Ce côté urbain, c'est un pigeon. Je suis trop fier du pigeon. Il a une origine ? Non, c'est un pigeon de Paris, je pense. De Paris, ouais. Ouais, je pense qu'il vient de Paris. Je l'ai pas encore mis cette étiquette. J'ai pas trop travaillé le storytelling du pigeon. Tu donnes des noms à tes personnages ? Non, j'arrive pas. Ouais. Des fois, j'en ai un. Alors, si, il vient instinctivement, ouais. Mais des fois, je trouve que c'est trop forcé, tu vois. Ouais. Mon perso qui ressemble à Dracula, je l'appelais Draco. J'ai dit non, mais vas-y, tu vois. Flemme. Du coup, il a pas de nom et c'est mieux comme ça, finalement. Mieux comme ça. Ouais. C'est quoi la suite pour toi, Well, sur tes projets là-dessus ? La suite, j'ai pas mal C'était de un peu suites. de promo à donner intemporel parce que du coup. La suite chaude ou la suite genre vision plus Les long deux terme Les choses du tiède. La suite chaude, il y a l'expo en Grèce. C'est un sacré challenge parce qu'en plus de ça, c'est ma première expo solo. Donc, je vais être un peu. Alors, c'est pas une énorme galerie, c'est une croisée entre une galerie et un pop-up, mais archi très tourné vers le son. Et en fait, pour l'histoire, le galeriste, le propriétaire du lieu, était venu à l'expo d'avant. Okay. En fait, il avait énormément aimé un tableau digital que j'avais fait sur MF Doom, qui couple avec tout ce qu'on dit, hein, c'est l'origine du hip-hop, etc. Enfin, pas l'origine, mais une grande figure du hip-hop. Et en fait, on a matché énormément là-dessus parce que il y a cette esthétique et on se comprenait dans l'esthétique de ce que MF Doom représentait pour nous deux. Donc, je suis très enthousiaste à l'idée d'aller là-bas parce que je sais que je vais retrouver un peu cette enveloppe, tu vois, dans le lieu. Donc, la suite chaude, c'est ça. La suite à long terme, j'aimerais bien. J'ai une marque que j'aimerais le faire, en fait, de vêtements. Parce que je trouve que c'est un autre support sur lequel j'aimerais aller, que j'ai pas encore. Textile ? Ouais, le textile. Ouais. Plus donc t-shirt, pull, etc. Mais il y a un truc à explorer dessus que j'ai pas encore fait. Et Casquette, ouais, mais un petit peu moins que t-shirt. Je pense que je m'éclaterais plus sur des t-shirts que des casquettes. Ouais. Alors que tu portes tout le temps des casquettes. T'as vu, c'est le paradoxe. Mais je porte jamais de t-shirt. Attends. D'ailleurs, il fait un peu chaud dans ce studio. Je rigole. Et tu parlais de chaussures tout à l'heure. Chaussures, c'est pas un support qui t'intéresse ? Si, chaussures, je kiffe. Ouais, je te vois bien chaussures, toi. Mais tu sais, là, c'est un dernier truc qui me fait kiffer dans l'impression 3D, c'est de passer du temps à faire des pompes. Tu vois. Ouais. Là, je me suis régalé sur celles que j'ai faites à faire des Nike et tout. Et après, les customiser moi, ça fait un peu comme si c'était à moi de créer ma paire. Tu vois. Ouais. C'est trop cool. Mais ouais, 2025, ça sera l'année de la création de la marque, je pense. Que je travaille depuis on te le souhaite. Ouais. Bon, création, c'est un grand mot, mais. Tu vas sortir tes premières pièces, quoi. Ouais, voilà. Je vais tâter le terrain avec ça. Mais c'est même pas tant pour, tu vois, avoir une activité commerciale, c'est juste pour tester le textile, en fait. Ouais. Sérigraphie, tu vois, les trucs comme ça. Ouais, trop stylé. Une nouvelle porte. À l'image de tout ce qu'on vient de se dire pendant ces 50 dernières minutes, c'est pas si vite. Vouloir expérimenter toujours des trucs. Ouais. C'est cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? La créativité. Ouais, toujours. Ouais, toujours. Il y a une phrase dans un son de Kendrick Lamar, je comprends l'anglais, etc. Mais il y en a une qui m'a marqué, c'est quand il dit Fear of losing creativity. C'est une peur que t'as, toi ? Ouais, un peu, ouais, des fois. Mais des fois, je le ressens quand je suis.
Des fois, j'arrive devant une page blanche, je sais pas par où commencer. Et en fait, ça me saoule au bout de 10 minutes. Donc, je vais faire un tour et quand je reviens, ça a toujours pas évolué. Je me dis, je suis en train de perdre la créativité. En fait, c'est tout ce qui me définit, moi, tu vois. Ouais. Mes créations. Donc, si un jour, j'arrive plus ou je m'ennuie, là, c'est la peur de perdre quelque chose que j'ai créé de chaud, tu vois. Et comment tu fais pour la relancer ? Bah, c'est la bonne question. Je pense qu'il faut arrêter, il faut reprendre quand on a envie de reprendre. Faire des pauses ? Ouais, ma mère et mon père m'ont toujours dit, te force pas, si ça vient pas, c'est plus tard que ça viendra. J'imagine que les premières fois, ça fait un peu peur, mais à force, tu sais que c'est cyclique, quoi. C'est des choses qui vont, qui viennent. Puis là, c'est la première fois de ma vie où je suis dans un bouillon depuis 1 an, dans un train TGV, et ça m'a jamais quitté. Et en fait, d'habitude, c'est des phases de 3 mois, après j'arrête, je fais des vacances, je ressors, je revois des potes, je fais des soirées, tout ça. Et quand je reviens, je dis, j'ai une idée qui vient de là-bas, c'est cool. Là, ça fait 1 an que je suis en tunnel et que ça se perd pas, donc je suis super content, mais je pense que ça va redescendre. Je pense que ce tunnel-là, il s'auto-alimente, la création amène la création, et ensuite, une espèce de locomotive qui est lancée là à pleine balle. Il y a beaucoup de contenu aussi, le nouveau format toile, les nouvelles impressions 3D. En fait, j'ai tellement expérimenté cette année et j'ai tellement à apprendre encore en plus sur les logiciels que je pense que là, je suis parti sur un bon cycle. Et il fera mal quand il partira ou quand je m'ennuierai. Là, ça me fait un peu peur de me dire que ça va commencer à me saouler de faire de la modélisation 3D un jour, tu vois. Ouais. C'est pas le cas, mais j'ai un peu peur de ça aussi. Peut-être que tu auras envie d'une pause, tout simplement. Ouais, peut-être que je remplacerai la modélisation par autre chose. Ouais. C'est ce que je me souhaite, tu vois, c'est ça que je me souhaite. De pas perdre l'envie de créer, c'est ça, vraiment ça. Bah, du coup, si t'as l'envie de créer, je pense que t'auras la créativité. Ouais. Il y a des fois, t'as envie de créer, il y a rien qui vient. Ouais, c'est trop chiant. Faut pas forcer. Non, faut pas forcer. Et des fois, je dors pas. J'ai envie de faire ça. Et je sens que je suis pas fort physiquement ou prêt mentalement à me mettre devant un écran pendant 4 heures, tu vois. Et j'ai trop envie de le faire et je sais pas quoi faire, mais j'ai trop envie de faire quelque chose. Du coup, genre, je cours chez moi un peu, tu vois. Je descends pas. Je cours jamais, mais genre, tu vois, je cours chez moi comme un âne. Être ouverte, évidemment. On la play aussi. Écoute. On a les secrets. Ouais, on te le souhaite. Les secrets de la créativité. Ouais. Du coup, il me follow pas sur Instagram, venez sur le PSN. Directement. Ça m'a donné de l'inspiration. Match à mort par équipe, j'ai dû le dire 10 fois aujourd'hui. En parlant d'Insta, sur quoi on peut te suivre ? Sur Insta, seulement Insta. C'est quoi ton Insta ? C'est Elwa, ELWA, comme OAL. On me dit, pourquoi Elwa ? OAL en verlan. Tout bête. .psd. Pour la diminution des fichiers Photoshop et qu'il faut que je mette à jour parce que maintenant je fais plus beaucoup de Photoshop, donc il faudrait que je fasse une mise à jour de elwa.ctb. CTB, c'est des fichiers Shitubox qui sont des slicers d'imprimante 3D. Nice. Voilà. Il y a une petite Go follow. Un petit easter egg caché dans le nom. Ouais. Merci Wael. Merci pour trop cool cette entrevue ensemble. Voilà. Comment conclure. Merci d'avoir écouté ce podcast encore. Il y en aura d'autres qui vont arriver, notamment avec Margot, on espère. On connaît tous ici. Et puis allez donner de la force à Wael, allez le supporter, allez le voir en galerie. Et puis faites-vous plaisir en créativité. Ouais. Voilà. Ciao.